Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, lundi, Donald Trump annonçait la nomination du gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, au poste d'envoyé spécial au Groenland, ravivant ainsi les tensions entre ce territoire autonome danois et l'administration Trump, car depuis sa réélection, le président américain voit dans l'annexion de la plus grande île du monde une nécessité sécuritaire et économique. Pourquoi donc Donald Trump convoite-t-il autant le Groenland? Bonjour Alexandre Tête. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, coordinateur de l'Observatoire de l'Arctique pour le ministère des Armées. Alors, il faut tout d'abord nous rappeler à qui appartient le Groenland. Alors le Groenland est revendiqué par le Danemark depuis, on va dire, le milieu du XVIe siècle. Ça a été affirmé également au milieu du XVIIe. C'est au XVIIIe qu'il y a une grande campagne d'évangélisation qui a vraiment marqué l'ancrage danois. Jusqu'à 1953, c'était formellement une colonie danoise avant d'être intégrée au territoire. Et ensuite, les Danois ont transféré toute une série de pouvoirs aux Groenlandais en deux grandes réformes, en 79 et 2009, qui conduit aujourd'hui à une autonomie extrêmement poussée, hormis les domaines monétaires, militaires et la politique étrangère. Mais ça reste malgré tout un territoire danois. Ah, complètement, donc c'est un territoire sous souveraineté danoise, mais on voit bien aujourd'hui que la trajectoire vers l'indépendance est dans toutes les têtes des Groenlandais. On verra peut-être ensemble qu'elle a pris corps d'une certaine manière et un peu de consistance avec les appétits américains. Voilà, oui. Oui, effectivement, c'est une volonté peut-être pour les Groenlandais ou pour certains d'entre eux de prendre leur indépendance. C'est aussi un problème politique évidemment au Danemark pour notamment la première ministre danoise qui est une personne tout à fait étonnante, Mette Frederiksen. J'en profite pour vous dire qu'il y a un visage de l'actualité consacré à Mette Frederiksen que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture et l'appli Radio France qui explique donc comment Mette Frederiksen, cette première ministre danoise, a œuvré pour conserver le Groenland. Par conséquent, aujourd'hui, il y a ces velléités de Donald Trump. Pourquoi lui faut-il le Groenland ? Alors, ça remonte quand même à plusieurs éléments. Je dirais tout d'abord un sous-investissement américain dans l'Arctique depuis une vingtaine d'années, qui se manifeste aujourd'hui par de très faibles capacités américaines de se projeter dans un univers grand froid, polaire, qui est extrême. Et une des meilleures preuves, c'est les brise-glaces. Les Américains ne disposent que de deux gros brise-glaces lourds, là où les Russes vont en avoir une dizaine à l'horizon 2030. Mais en fait, il y en a un qui est toujours en panne, et l'autre, il sert surtout à la logistique antarctique. Ils viennent d'acheter un bateau d'occasion technique pour équiper les Coast Guard. Mais c'est si compliqué que ça de construire des brise-glaces ? En fait, c'est une compétence particulière et leurs chantiers navals ne savent plus le faire. C'est pour ça qu'ils viennent de signer, il y a à peu près 8 mois, ce qu'on appelle l'IcePack, une alliance avec les Finlandais qui construisent la plupart des brise-glaces au monde, hormis Gros-Méthanier et le Canada. Mais à quoi ça sert un brise-glace ? Me dites pas à briser la glace, parce que Non. ça je m'en doute, Alexandre en tête, mais en dehors de ça, sur le plan stratégique, ça peut servir à quoi ? En fait, c'est ne serait-ce que marquer sa présence et sa souveraineté dans le Grand Nord. L'été 2024, les Chinois avaient fait 5 campagnes océanographiques avec 3 navires différents, alors même que les États-Unis n'avaient pu déployer aucun moyen. La même saison, ça avait beaucoup marqué l'opinion américaine. Donc dans cette première raison, il y a en fait ne pas laisser la place aux autres États par défaut. Donc gros programme lancé par Donald Trump, mais qui va prendre des années, sans doute une dizaine d'années pour remonter en compétences. Deuxième sujet d'intérêt très important pour les États-Unis, alors tel que c'est présenté, c'est les ressources naturelles. Et là, alors voilà, parce que j'allais vous dire, une fois qu'on est au Groenland, symboliquement, j'entends la symbolique, mais en dehors de ça, ça sert à quoi ? Alors, vous avez évoqué déjà la première dimension qui est mise en avant par Donald Trump, mais qui me paraît exagérée, qui est la dimension ultra-sécuritaire, sécurité nationale, sécurité internationale. Alors, en effet, c'est-à-dire que dans le cadre de la protection du ciel et de l'espace américain, le NORAD, en fait, le Groenland, c'est une sorte de base avancée pour détecter le lancement de missiles, d'objets divers à partir de la Russie, voire de la Chine, qui viseraient le continent américain et traverseraient l'Arctique. Alors, ils ont déjà une base très importante. Ils peuvent
la faire monter en volume autant qu'ils le souhaitent. Donc très honnêtement, ils pourraient même créer de nouvelles bases. Je ne vois pas ici un intérêt stratégique nouveau ou menacé pour les Américains. Et l'autre enjeu, c'est les enjeux économiques. Donc effectivement, il y a toute une série de ressources importantes au Groenland. L'Union européenne a relevé que 25 des 34 matériaux critiques nécessaires aux technologies à transition écologique sont présents au Groenland. Mais enfin, c'est sous souveraineté et ce sera aux Groenlandais de décider un petit peu de leur modèle de développement futur. Oui, alors justement, on peut écouter une archive de 2013. Le Premier ministre groenlandais, il s'appelle Kuupik Kleist, et il évoquait l'intérêt des pays étrangers pour l'île. L'intérêt des pays étrangers pour le Groenland nous met de la pression et demande beaucoup de temps et de travail pour voyager et recevoir les visiteurs. Nous devons engager des discussions et des négociations, aussi bien avec des gouvernements qu'avec des sociétés privées. Cela représente beaucoup de travail, mais la pression la plus importante pour moi est celle liée à une obligation de résultat. En tant que chef du gouvernement groenlandais, ma plus grande ambition est d'attirer les investissements étrangers pour développer des nouvelles activités, faire baisser un taux de chômage important et ne plus dépendre de l'argent que nous recevons du Danemark. Et pour l'instant, nous avons l'impression que les économies asiatiques sont plus disposées à investir au Groenland que les économies occidentales. Alors, cet extrait donc d'une interview du Premier ministre groenlandais en 2013 est important, Alexandre Tête, parce qu'il évoque bien les problématiques économiques de ce territoire. Oui. Et il évoque aussi la Chine. Et c'est sans doute aussi ce chiffon rouge qui avait intéressé l'administration américaine en 2019 quand Trump était déjà au pouvoir et qui faisait des propositions de partenariat très poussées déjà avec le Groenland. Il ne parlait pas évidemment d'annexion parce que la Chine était pressentie pour construire toute une série d'infrastructures très importantes comme des aéroports. Et il y a eu une grosse pression américaine pour que ce soit les Danois qui le prennent en charge et pas laisser de telles infrastructures à la main des Chinois. Alors après, moi je pense qu'il ne faut pas gonfler non plus les perspectives économiques. Ça reste un milieu polaire extrême. Toute la côte Est et le Nord sont des régions très difficiles d'accès, voire impossible d'accès toute une partie de l'année. Il y a tout à construire. Voilà, un port qui est capable d'accueillir des bateaux, par exemple, pour transporter des minerais. Il n'y a pas de route vers les principaux sites d'exploitation. Donc à nouveau, ce ne serait pas facile. L'agriculture, ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident non plus. Et puis surtout, en fait, les Groenlandais ne sont pas d'accord sur le modèle de développement. C'est-à-dire que bien sûr, ils voient bien que l'exploitation des ressources naturelles sera un moyen de financer leur autonomie. Aujourd'hui, en fait, ils vivent une vingtaine de pourcents de leur PIB d'une subvention donnée chaque année par l'État danois. Il faut la remplacer. Maintenant, ce ne sera pas une exploitation à tout crin. Les dernières élections en avril dernier ont plutôt renforcé le camp de la protection ou d'une exploitation extrêmement limitée. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il n'y aura pas davantage de partenariats économiques et industriels, mais je pense quand même qu'ils resteront limités puisque l'autre grand secteur, c'est le tourisme et la mise en avant de ce milieu environnemental exceptionnel. Bon, il y a aussi beaucoup de ressentiment, de colère contre le Danemark. Il faut dire que la colonisation du Groenland par le Danemark a été terrible. Alors, effectivement, la séquence Trump qui avait commencé en décembre, avant même son intronisation, et ensuite qui est allée de déclaration en déclaration un petit peu inquiétante, s'est inscrite dans un moment où les relations dano-groenlandaises étaient très tendues. Et en fait, étaient même mal comprises côté danois, puisque les Danois avaient le sentiment qu'ils avaient réussi à faire une forme de colonisation douce. On parle de colonisation pacifique et bienveillante. Oui, et en fait, ils ont découvert, entre guillemets, des pratiques assez sidérantes aujourd'hui, comme par exemple une campagne de contraception qui est devenue en fait mécaniquement une campagne de stérilisation de plus de 4500 jeunes filles. À l'époque, c'était la moitié des jeunes filles en âge de procréer. Si vous regardez les courbes démographiques du Groenland, vous verrez qu'à partir de 1970, il y a un infléchissement qui aujourd'hui se paye économiquement. Vous avez un trou dans la pyramide des âges sidérant entre
entre 45 et 52, 55 ans. Donc ça, c'est des exemples. Il y a eu d'autres pratiques, comme tirer des enfants de leur milieu pour en faire de petits Danois métropolitains, etc. Et donc, évidemment, les relations étaient très tendues. Mais ce qu'il faut dire, et vous avez évoqué la première ministre Frederiksen, c'est que les Danois, en fait, ont très bien réagi à cet épisode, ont toujours été sur un fil très délicat qui est de dire affirmer leur souveraineté d'un côté, et de l'autre côté, respecter toujours la souveraineté des Groenlandais. Et alors, justement, si on continue, Alexandre, peut-être, on essaye de voir donc ces velléités de Donald Trump. Que dit la France et que dit l'Europe ? Ouais. Alors là aussi, ça a été vraiment plutôt, à mon sens, des séquences diplomatiques très réussies, dans le sens où il y a eu une unanimité, ce qui n'est pas toujours le cas au sein de l'Union européenne, sur la question du soutien au Groenland et au Danemark. Alors la France en est un bon exemple, puisqu'elle a envoyé le président de la République en juin, le ministre des Affaires étrangères à la fin de l'été, en août dernier. Même sur le plan militaire, c'était assez étonnant. Vous avez eu 6 navires qui, en moins d'1 an, sont venus accoster au Groenland pour montrer, en fait, un soutien dans les différents domaines. Et en fait, ça fait partie, je pense, des messages importants pour les Groenlandais. Il y a d'autres partenaires beaucoup mieux intentionnés que les Américains aujourd'hui, dont l'Union européenne. Et l'Union européenne a dit qu'elle allait même doubler sa contribution. C'est le deuxième contributeur à l'économie groenlandaise à l'horizon 2028. Est-ce qu'il y a des brises-glaces en Union européenne ? Alors, par exemple, vous avez l'Allemagne qui a aussi renforcé ses liens avec le Groenland. Elle a aussi envoyé un de ses plus gros navires militaires pendant l'été. En fait, nous, on n'a pas l'Union européenne, pour la France et l'Allemagne, on n'a pas besoin de patrouiller, on n'a pas de possession dans le Grand Nord. À nouveau, est-ce qu'on a besoin d'y aller dans la période la plus froide ? Ce sera aux Groenlandais aussi de décider un peu leur modèle. Mais pour nous, c'est pas un instrument de puissance, c'est plutôt assurer la souveraineté groenlandaise et s'assurer qu'ils feront leur choix d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, coordinateur de l'Observatoire de l'Arctique pour le ministère des Armées.